Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 20e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Gaëlle. Gaëlle est la fondatrice de l'association In Dog We Trust. Dans cette discussion, elle nous raconte son histoire avec sa chienne Yuna, qui est à l'origine de toute l'histoire, de son implication dans l'éducation difficile de Yuna à la découverte de l'éducation positive et bienveillante, en passant par son dévouement pour la protection animale. Gaëlle nous parle avec passion de ce qui l'a amené à créer l'association. In Dog We Trust est donc une association spécialisée dans le replacement de chiens dits difficiles après rééducation et met un point d'honneur à diffuser de bonnes informations au plus grand nombre. Encore une belle initiative que j'avais à cœur de connaître et de vous partager. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Gaëlle. Salut Gaëlle! Salut! Tu vas bien? Mais oui, merci, et toi, comment ça va? Ça va super, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Merci, c'est gentil pour l'invitation. J'ai trop hâte qu'on fasse cette discussion, ça va être cool. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites? Je m'appelle Gaëlle, j'ai 31 ans. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association In Dog We Trust, pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai un chien qui m'a amenée ici aussi. J'ai 3 chats, j'habite en Haute-Savoie depuis presque 10 ans maintenant. Je suis une Suisse expatriée très loin de ma campagne natale. Je suis ingénieure en informatique le jour et je suis éducateur canin la nuit, tel un super-héros. Et voilà, il fait beau aujourd'hui, je suis de bonne humeur, tout va bien. C'est nickel. Alors, tu nous as dit que tu avais un chien, est-ce que tu peux nous le présenter? Alors oui, j'ai un toutou, elle s'appelle Yuna, elle a 10 ans. C'est un montagne des Pyrénées croisé border collie. C'est une grosse petite doudoune de 35 kilos, très poilue, qui a une très bonne tête de Gogolden, comme j'aime les appeler. Ok. Alors du coup, avant de passer un peu à l'histoire de Yuna, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que Yuna, c'est ton premier chien ou est-ce que tu as toujours eu des chiens dans ta vie? Comment ça s'est fait? Alors, quand j'étais petite, j'ai jamais eu de chien. Mon papa était un très très grand fan des bergers allemands parce que lui, on avait eu quand il était petit. Maintenant, nous, on avait toujours vécu en appartement. On faisait partie un petit peu d'une famille à revenus modestes et ma maman a eu toujours très peur des chiens. Donc, étant petite, j'ai jamais eu de chien. J'ai assez rapidement pris le côté de mon papa d'aimer les chiens. Et quand j'ai eu l'âge d'en avoir un, j'ai eu une première chienne qui était une malinoise croisée border collie avec laquelle on faisait chien d'avalanche en Suisse. Donc je l'avais prise chiot et ensuite on a eu toute la partie apprentissage, éducation et le travail au sport. Et puis la vie a fait que voilà, mon enfance a été un peu parsemée d'embûches. Malheureusement, j'ai pas pu la garder parce que je me suis retrouvée sans maison, sans habitation et de vivre avec un malinois dans sa voiture, sachant que j'avais une petite Citroën C2 avec le chat, le chien, toutes les affaires de mes 20 ans de vie et ce que je pouvais, c'est que malheureusement, je ne pouvais pas la garder. Donc, j'ai dû trouver une famille pour la faire adopter. Donc, ça a été mon premier chien et ça a été mon premier échec. Alors, je ne le regrette pas parce que je n'étais pas en capacité, je n'avais pas d'aide, je n'avais pas de contact. C'était un moment un petit peu solitaire de ma vie. Et j'ai trouvé vraiment une super famille qui a continué le travail de chien d'avalanche. Elle a vécu, en tout cas jusqu'à ce que je sache, elle est toujours en vie. Les dernières nouvelles que j'ai eues datent maintenant de 2-3 ans, mais en tout cas, elle était toujours là. Et ça a été mon premier chien avant que je prenne Yuna, ma compagne actuelle. Ok. Comment tu as rebondi après? Tu l'as appelé un échec. Alors, c'est un échec qui apprend aussi, mais comment tu as rebondi après ça et comment Yuna est arrivée derrière? Pendant plusieurs années, j'ai pas repris de chien. Quand ma situation personnelle s'est un petit peu améliorée, j'ai rencontré quelqu'un, on a emménagé ensemble. Ça se passait très bien et cette personne, mon ex-conjoint du coup, pour la petite histoire marrante, travaillait dans les pompes funèbres
Et il a eu un collègue qui, lui, travaillait à moitié dans les pompes funèbres et à moitié dans les trucs pour déblayer la neige, là, les sortes de petites machines pour déblayer la neige. Et pendant un hiver, ce monsieur-là qui travaillait dans les trucs à neige, sa chienne s'était échappée de son jardin et était gestante de 15 chiots. Et lui a dit, nous on les veut pas, est-ce que t'en veux un? Et je me suis retrouvée un petit peu le nez face au truc sans pouvoir trop réfléchir parce qu'ils allaient les euthanasier. Et du coup, truc à ne pas faire du tout, je suis allée voir ces chiots avec mon ex-conjoint du coup. Et il n'y avait qu'une demoiselle sur 15. Et je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui m'a fait choisir cette demoiselle de façon pas du tout réfléchie, pas du tout, voilà, je n'ai pas pris vraiment le temps de vraiment me poser, de savoir si j'étais prête à avoir un chien ou pas. Et du coup, donc, l'histoire se fait comme ça, de bouche à oreille par un particulier, par un collègue, etc., qui connaissait rien du tout en chien, qui savait même pas qui était le papa, on a dû aller chercher dans le village. Et du coup, quand la maman a mis bas, qu'on a été voir ce chiot et que le lendemain ils ont fait euthanasier les 14 autres chiots, il restait plus que la mienne avec sa maman. Ouch. Ouais, voilà. Là, d'un point de vue, pour les éducateurs canins qui regardent, les comportementalistes ou les gens qui sont un petit peu... qui ont quelques connaissances, chiot unique, sur du border collie et du montagne des Pyrénées, ça donne des jolies choses qu'on pourra discuter dans la suite de l'histoire. Waouh, ok, donc du coup c'est comme ça que Yona est arrivée. Là tu pouvais pas faire autrement, là, je veux dire. Ouais, je sais pas. En fait, il y a eu vraiment ce truc un peu con de tu le veux ou tu le veux pas, il va mourir. Et j'avoue que pour le coup, pour une fois, j'ai pas été très réfléchie, très sensée. Et j'ai eu plus le coup de cœur. Alors après, est-ce que c'est une excuse ou pas? C'était il y a 10 ans. La communication sur les chiens était quand même moins accessible. C'était que des sites internet ou des blogs, c'était moins... Il n'y avait pas encore ces échanges très Facebook, ces groupes, ces instantanés. Est-ce que ça me donne une excuse? Non. Maintenant, voilà. C'est vrai que j'ai fait comme beaucoup d'adoptants. J'ai vu cette petite boule de poil. J'ai dit « Ah, elle est trop mimi !» Et voilà. Oui, et en même temps, elle allait mourir, donc bon, ça jouait quand même. Ouais, c'est ça. Il y a eu ces deux trucs de t'as le couteau sous la gorge, elle va mourir demain, réfléchis, est-ce que tu veux un chien ou pas Ouais. D'accord, voilà. Donc c'est comme ça qu'elle est arrivée gracieusement dans ma vie sans que ce soit prévu. Ok, du coup là, il n'y avait pas de critères de recherche, il n'y avait pas de critères de race ou de type de chien, c'était elle, quoi. Absolument rien, ouais, c'est ça. Je sais pas, quand il y avait ces 14 chiots devant moi, 15... Je sais pas, il n'y avait qu'une seule demoiselle. Est-ce que je me suis sentie appelée par ça, par féminisme, j'en sais rien en tout cas. Voilà, c'est il y a eu un truc qui s'est passé, quoi. C'est ça. Ok. Bon, et alors comment s'est passé? Cette petite demoiselle a grandi, elle est arrivée à la maison. Raconte-nous. De nouveau, j'ai pas eu vraiment d'œil, ou en tout cas d'avis sur le moment, sur ces 2 périodes d'imprégnation. Donc ces 2 mois quand elle est restée avec sa maman, parce qu'effectivement, elle est restée 2 mois avec sa maman. Je suis allée la voir, je crois, 2 fois. Elle a grandi. Tout s'est bien passé. Sa maman, on pouvait plus au bout de 2 mois. Donc du coup, on a été la récupérer, je crois, 1 ou 2 jours avant le délai légal, parce que sa maman l'envoyait sévèrement bouler. Ouais. Et puis, du coup, oui, c'est vrai qu'on a appris un petit peu par la suite qu'il nourrissait, que ce soit la maman ou le chiot, avec des restes de table, que voilà, qu'ils n'ont jamais eu vraiment de notion d'éducation, qu'ils ont fait à la bonne franquette, quoi, sans connaissance, sans rien du tout. Ouais. Et effectivement, donc j'ai récupéré un chiot qui n'était pas pucé, qui n'était pas vacciné, qui avait respecté le délai légal, mais que j'ai dû après, moi, emmener chez le vétérinaire pour faire les premiers soins. Le strict minimum, le truc qui n'était pas voulu, et jusqu'à la fin, c'était... Ouais, jusqu'à la fin, c'était, pour le dire très poliment, de la merde. Ok. Il y a eu... c'était pas des éleveurs, c'était n'importe quoi, c'était pas stérile, c'était pas réglementaire, c'était pas réfléchi, c'était pas accompagné, sachant que... Ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire pour un chiot, là, il n'y a rien qui n'a été fait. Donc non, de A à Z, il n'y a rien qui colle dans cette histoire. Ok. Bon, et donc du coup... On imagine assez bien qu'il y a eu des conséquences à tout ça. Alors, raconte-nous, comment s'est passé les premiers mois de vie de Yuna chez toi? Les conséquences se sont fait sentir très rapidement. Ouais. À 6 mois, elle avait déjà 2 ou 3 diagnostics d'euthanasie par des vétérinaires et des éducateurs comportementalistes différents. Ok.
Elle avait vraiment un gros problème avec le contact. Elle faisait beaucoup de protection sur ses jouets, sur nous, sur les autres chiens. Enfin, je pensais bien faire en l'emmenant voir des chiens, en allant en balade collective, etc., etc. Et à chaque balade collective, c'était de pire en pire en fait. Et j'avais pas encore les morceaux pour comprendre pourquoi. Ouais. On pouvait pas du tout la brosser sans qu'elle nous morde. Elle s'attaquait aux gens, elle s'attaquait aux chiens. Donc effectivement, à 6 mois, sachant que pendant 6 mois, elle avait peur de la nuit, donc j'ai pas dormi pendant 6 mois. Comme un enfant, en fait, ça a été mon premier enfant. À me réveiller 12 fois par nuit parce qu'elle pleurait, parce qu'elle aboyait, parce qu'elle couinait, parce qu'elle chouinait. Sachant que, encore une fois, moi je travaille la journée et je travaille en Suisse, donc on a des contrats à peu près de 45 heures, plus environ 1 heure de trajet, donc ça fait que je pars à 6 heures le matin. Encore une fois, c'était pas très réfléchi, je pars à 6 heures le matin et je rentre à 19 heures, donc ça fait quand même beaucoup d'absence. Mon ex-conjoint de l'époque, on avait des horaires inversés, donc il y avait quand même peu d'absence pour la chienne, mais disons que j'avais vraiment besoin de dormir la nuit, Ouais. chose qui n'est pas arrivée une seule fois en 6 mois. Évidemment, il y a eu plein de bêtises. Combien de fois je rentrais du boulot et elle avait ouvert genre un pack de 6 de lait où j'avais 2 cm de lait dans tout l'appart. Par terre, qui avait imbibé les murs. Elle mangeait les commandes, les chargeurs, les chaussures, tous les coins de meubles possibles et imaginables. Vu que j'avais vraiment envie de bien m'occuper de ce chien, je n'avais pas trop réfléchi, j'avais pris plein de tricks. C'était en cours d'apprentissage de lui apprendre plein de tricks, typiquement de ranger ses jouets dans les tiroirs. Mais je n'avais pas encore tout à fait calculé que ça pouvait se retourner contre moi. Et que du coup, elle pouvait ouvrir les tiroirs pour sortir tout ce qu'elle voulait, de tout. Typiquement, elle aimait beaucoup sortir les casseroles, les assiettes. On avait aussi une bagarre contre la poubelle. À la base, j'avais une poubelle un peu comme tout le monde sous l'évier avec un placard comme ça. Ouais. Et elle ouvrait les portes pour aller manger ce qu'il y avait dans la poubelle. Je dis, ma cocotte, ça va pas se passer comme ça. J'ai mis une petite protection sur la poignée de la porte. Évidemment, en 2-2, en grattant dessous, elle avait réussi à faire péter les fixations des placards pour que du coup les placards ils se cassent la figure comme ça et qu'elle puisse aller manger entre. Aïe, aïe. Ensuite, j'ai dit, ok, je vais prendre la poubelle, je vais la mettre en dessus, parce que j'habitais en appartement, donc je ne pouvais pas vraiment la mettre dans un garage ou une pièce séparée. Ouais. Voilà. Du coup, j'ai pris, je prends la poubelle et je vais la mettre en dessus du plan de travail de la cuisine. La demoiselle arrivait à aller me tirer soit des chaises, soit des cartons, n'importe quoi, pour grimper sur le comptoir de la cuisine, pour aller manger à la poubelle. En plus, elle était très maligne. Mais en fait, ça a été le truc le pire de ma vie, c'est qu'elle était bien plus intelligente que moi. À chaque truc, elle arrive à faire une filouterie pour me montrer tu me prends vraiment pour une nouille, quoi. Les premiers mois de vie ont été compliqués. Évidemment, je suis allée rencontrer des professionnels, donc vétérinaire comportementaliste, vétérinaire classique, éducateur canin, moniteur de club, disant mais aidez-moi, je dors pas la nuit, il faut m'aider, là j'en peux plus, j'ai eu ce sentiment d'avoir envie de la tuer. À force de fatigue, à force de pleurs, à force de cris, à force de conflits tout le temps, ce chiot qui avait une bouille extraordinaire, je ne pouvais plus me l'encadrer. J'avais vraiment envie de lui faire du mal. Et avant de lui faire du mal, je me suis dit, il faut que je me fasse aider. Et malheureusement, les professionnels vers qui je me suis tournée ne m'ont pas du tout aidée, en disant, de toute façon, le montagne de Pyrénées, c'est euthanasie pour agressivité avant 5 ans. Oui, c'est parce que vous n'êtes pas assez ferme avec elle, il faut la mettre sur le dos. Tout le tintouin classique et très bienveillant qu'on trouve souvent dans ce genre de cas. C'est ça, et malgré le fait que je n'ai pas du tout de notion d'éducation canine, alors oui, elle a pris des punitions, j'ai démarré son éducation en coercitif, sans même vraiment rechercher ce que c'était l'éducation, etc. Je partais du principe que c'était un peu comme potentiellement l'éducation d'un enfant, et je fais partie des enfants où, quand je faisais une bêtise, je me prenais une claque, j'ai été pas mal, j'ai eu des fessées, j'ai eu des punitions de ne pas manger, j'ai eu des punitions de tout ce genre de choses que, entre guillemets, on n'est plus censé faire aujourd'hui, ou en tout cas on a des façons plus bienveillantes d'apprendre à un enfant que pour faire ses devoirs. C'est quelque chose de bien pour sa vie, et pas de lui dire si tu fais pas des devoirs, t'as plus à manger pendant 3 jours. Et du coup, c'est vrai que la violence physique me paraissait pas le bon moyen pour l'apprentissage. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu cette étincelle, ce truc qui m'a dit mais non, change de professionnel, ça te convient pas. Bref, donc ça a été vraiment un moment très très compliqué pour moi, et les professionnels qu'on voyait petit à petit, ils ne m'aidaient pas du tout. Donc oui, quasiment tout le monde me recommandait l'euthanasie en disant non, c'est pas normal, elle est hyperactive, elle est agressive, on fait pas comme ça, j'ai jamais vu un chiot de cet âge-là qui est pas capable de se poser. Enfin, mis à part
vraiment me culpabiliser Ouais. et elle la culpabiliser aussi, entre guillemets, alors donc fautive de son comportement. J'ai pas trouvé d'aide. Et du coup, il y a une vétérinaire qui a été d'accord de la droguer pour la nuit. C'est-à-dire que j'avais des cachets à lui donner à 20h pour que vraiment elle dorme Elle jusqu'au se lendemain pose, matin. quoi. C'est Ouais. ça. Pour que moi, je puisse dormir et récupérer un peu mes esprits avant que ça se passe mal. Donc oui, ça a été un petit peu compliqué ces 6 premiers mois de vie. Et d'une fois que j'ai pu la médicaliser, que j'ai pu enfin redormir de façon normale, j'ai pu réfléchir et j'ai pu trouver d'autres professionnels, qui fait que j'ai trouvé une professionnelle bienveillante qui s'appelle Éléonore Buffet, qui est maintenant une très grande dame de l'éducation positive, que j'ai eu la chance justement de rencontrer il y a 10 ans. Et en fait, elle m'a hyper surprise directement parce que typiquement avec mon ex-conjoint, on lui a montré, vous voyez, quand on veut la brosser, elle nous mord. Et puis elle nous filme la séquence et il y a un moment où, je sais plus, je lui prends la patte pour l'essuyer avec un chiffon et Léonore dit, là elle va mordre. Et 2 secondes après, elle m'a chopé. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais ok, il y a un truc que je loupe. Et c'est comme ça qu'elle nous a formés, qu'elle nous a expliqué ce que c'était. On appelait encore ça les signaux d'apaisement. On a discuté aussi des besoins fondamentaux du chien, le nombre de balades, l'instinct de troupeau, enfin tout ce genre de choses. Et c'est là où ça a fait un peu tilt dans ma tête en me disant, mais waouh, moi je me suis retrouvée dans une situation au point où j'en ai frappé ma chienne, ou au point où j'étais presque en dépression dans ma propre vie, de tellement investir pour elle et qu'on ne se comprenne pas du tout en fait. J'avais pas d'amour pour mon propre chien, parce qu'on était tout le temps en conflit. Aucun des moments n'était agréable. Les balades n'étaient pas agréables, à la maison c'était pas agréable, c'était plus une plaie qu'autre chose. Et bref, du coup, en fait, de me retrouver face à cette dame qui me dit elle va vous mordre, alors que elle grogne pas, elle a rien fait, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et c'est comme ça qu'a commencé la découverte de l'éducation positive et mon prémisse de projet d'association, on va dire qu'il était déjà né là, en disant mais des gens comme moi, il doit y en avoir plein qui sont mal orientés. C'est incroyable comme histoire. Donc début hyper compliqué. Enfin, clairement, je pense qu'on peut dire, tu as vécu l'enfer pendant les quelques premiers mois de sa vie. C'était horrible, clairement. quoi. Et j'en suis encore traumatisée maintenant. Enfin, traumatisée, ouais. C'est pas le bon terme. En tout cas, j'en garde vraiment un très mauvais souvenir. Avec l'association, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir de temps en temps accueillir des portées de chiots à la maison. Et c'est pas un plaisir pour moi. Je l'ai fait 2-3 fois en me disant ça va se passer différemment, blabla. Non, en fait, je pense que j'ai été tellement traumatisée de cette époque-là que je suis plus en capacité de le faire. Donc maintenant, j'ai la chance d'avoir d'autres bénévoles qui aiment les chiots et qui ont envie de s'investir. Moi, c'est plus mon cas. Ok. Tu nous as parlé un peu du projet de te lancer dans le bénévolat là-dedans pour aider à ton tour d'autres personnes. Avant de passer à cette partie, je voulais savoir ta formation dans l'éducation canine, on va dire, ça a commencé donc avec Éléonore Buffet qui t'a accompagnée pour l'éducation de ta chienne. Est-ce que tu as continué par d'autres moyens, toi, de te former ou comment ça s'est passé ? Alors oui, en fait, vraiment, quand j'ai vu Éléonore, je crois qu'on n'avait pas fait beaucoup de séances parce que malheureusement, encore une fois, je faisais partie des jeunes qui n'avaient pas trop de sous-sous. C'était compliqué pour moi d'investir dans beaucoup de séances. De nouveau, c'était l'adoption d'un chien qui n'avait pas forcément été réfléchi. Du coup, de devoir l'assumer financièrement, en plus de tout le reste, de ses médicaments, de tout ça, c'était pas facile. Donc je crois qu'on avait fait peut-être 5-6 séances. On m'avait donné d'une base, mais en fait, ce qu'elle m'a surtout donné, c'est l'étincelle de comprendre. L'étincelle de me dire, ok, je suis pas partie sur la bonne voie, il faut que je comprenne, il faut qu'on s'en sorte. Et j'ai commencé vraiment à me former comme n'importe quel particulier, à faire des recherches sur Internet, ok, éducation positive, signaux d'apaisement, quoi, comment. J'ai commencé à découvrir le clicker training, l'agility, et je me suis dit, tiens, je vais aller dans un club qui est pas très loin de chez moi pour m'aider à avoir d'autres clés. Et c'était un club qui était ce qu'on appelle maintenant un tradi bonbon, donc il fonctionne pas mal sur la friandise, sur la récompense, mais il y a encore de la punition et des vieilles croyances, genre, je me rappelle très bien qu'on ne devait pas rentrer sur le terrain si le chien était devant. Il fallait impérativement que nous, humains, on rentre le portail avant le chien. Enfin, il y avait encore, j'ai jamais vu de violence dans ce club, il n'y avait pas de collier étrangleur, c'était harnais animalin, il y avait vraiment ce côté très positif, mais il restait ces vieux mythes de il ne faut pas enjamber le chien, il faut manger avant le chien, il faut passer un portail avant, enfin,
Voilà. J'ai fait quelques cours là-bas, je crois que j'ai fait une saison, notamment sur le clicker training. Je me suis tapé la honte, je ne sais pas combien de fois, où tout le monde était là avec son chien assis, qui faisait des trucs, etc. Et moi, du coup, combien de fois je suis passée à la renverse comme une débile, à me faire assommer parce qu'elle avait vu un oiseau ou un avion, ou une connerie à courir après. Enfin, en tout cas, voilà, humainement, c'est quand même pas agréable devant 10 personnes, d'être la seule qui finit sur le dos, les 4 fers en l'air, parce que son chien, il s'est cassé courir après un avion, quoi. C'était des moments qui étaient vraiment compliqués, mais ça a permis de découvrir le clicker training, découvrir l'agility, découvrir un peu le shaping, donc la décomposition des apprentissages pour un assis, pour un couché, pour ce genre de choses très basiques. Et ça a permis d'aiguiser ma curiosité et de pouvoir suivre d'autres stages, de m'investir dans d'autres milieux pour en apprendre plus. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, ouais, tu as vraiment cherché... Voilà, tu as fait l'effort, même si c'était compliqué, si ça te coûtait, parce que ta chaîne n'était pas encore prête forcément à être le chien parfait des autres. Mais, ça, c'est sûr. Et alors, du coup, comment tu es arrivée jusqu'au bénévolat? Parce que j'imagine que quand on vit déjà une situation compliquée avec son chien, c'est pas évident d'aller s'investir près d'autres chiens, près d'autres familles. Comment ça s'est fait pour toi? Combien de temps ça a pris? Alors, je dirais que j'ai commencé à faire du bénévolat après 2 ans. Donc ça fait une bonne année qu'on faisait plein de disciplines avec Yuna. Je suivais plein de stages qui étaient proposés un peu à droite à gauche. Au début, c'était principalement sur des sports canins. Agility, cani-VTT, cani-rando, cani-truc, freeball, de la recherche, de la détection. Vraiment, je me suis dit, cette chaîne, il faut que je l'occupe, elle est hyper active. Encore une fois, c'est ce qu'on dit, elle est hyper active, donc il faut que je l'occupe à outrance. Donc on était vraiment partis sur plein d'activités, plein de trucs depuis plus d'1 an. Et je me suis dit, je vais proposer ça aux chiens de la SPA. Les aider en allant promener les chiens, en leur proposant peut-être de faire ce que je fais avec ma propre chienne, de faire avec leur chien. Ça peut leur faire du bien de faire une petite séance d'agility, de faire une petite séance de clicker training. À cette époque-là, je travaillais plus qu'à 50% pour avoir du temps pour m'occuper de ma chienne. J'avais du temps libre et je me suis dit, je peux y aller avec Yuna. Et on va rencontrer des toutous de la SPA et on va les promener, ça va être bien. Et puis là, je me suis très vite confrontée au milieu de la protection animale qui n'est pas très agréable. La personne qui s'occupait des balades de chiens de cette SPA-là, c'était une personne qui faisait partie de la vieille école. Les promenades des chiens duraient 10 minutes en courant, en laisse courte. Aucun n'avait le droit de renifler quoi que ce soit. Et quand je suis allée innocemment leur proposer de l'aide en disant j'ai tous mes après-midi, comment est-ce que je peux vous aider? Je peux vous proposer de faire ça, du clicker, du truc, du machin avec vos toutous, ça leur fera du bien. Je me suis confrontée vraiment à quelque chose de très dur. Je me suis pris une porte dans la figure où on m'a dit que ce que je faisais ça servait à rien, que je savais rien et que ça servait à rien de toute façon, que ces chiens étaient destinés, qu'on pourrait jamais les changer. Mais ma première expérience dans la protection animale du coup était pas très positive. Je me suis vite retrouvée confrontée à me dire moi je suis là, je suis super dynamique, j'ai plein d'idées, plein de trucs. Et puis se prendre un mur comme ça en disant c'est du temps bénévole, je m'investis, etc. Pour finalement que ça aboutisse pas, ça m'avait mis un peu un coup. Et puis suite à cette expérience-là, c'est vrai que j'ai arrêté de travailler avec la SPA. Le contexte me plaisait pas. Cette espèce de... c'est un mot très fort, mais cette espèce de mafia un peu où c'est leur chien. Ils savent tout, on peut pas rentrer dans ce milieu, m'avait beaucoup refroidi. Donc ça, c'était le début, on va dire, les prémices de la protection animale, où après, du coup, j'ai un peu abandonné l'idée, jusqu'à ce que je tombe sur un post Facebook, je crois. C'était une association qui cherchait justement de l'aide. Cette association s'appelle Savoinimo, qui est une super association qui existe toujours aujourd'hui sur la Haute-Savoie, qui font du placement de chats, moins de chiens maintenant, mais en tout cas toujours de chats, des sauvetages, ce genre de choses. Et j'avais écrit à une des membres de l'époque, en leur proposant, je suis disponible pour faire le vide-grenier, puis on a discuté par téléphone, et j'aurais dit, si vous avez besoin peut-être d'initiation au clicker, ce genre de choses, je peux vous aider. Et du coup, la personne m'a dit avec plaisir. Et là, vraiment, on avait commencé à bâtir cette association à plusieurs, où on faisait plein d'activités et où j'ai pu vraiment commencer. J'ai commencé en étant famille d'accueil chat et j'ai pu apprendre, on va dire, les rudiments de la protection animale, vraiment. La mise sous contrat, que ce soit de famille d'accueil, qu'est-ce qu'il faut, les pièces justificatives, quelles sont les clauses qui sont marquées dans le contrat. Ensuite, j'ai pu parler de mon expérience en tant que famille d'accueil, les soins, qu'est-ce qui se passe au niveau des soins, des chatons, des chats à socialiser, etc. etc. Du coup, j'ai plutôt aidé dans la partie chat pour commencer. Et je suis devenue une membre plus active dans cette association où je suis rapidement devenue vice-présidente.
Et en tant que vice-présidente, j'ai pris la responsabilité, on va dire, du département chien, ou en tout cas du placement des chiens, toujours avec l'appui du coup de la présidente. Ça m'a vraiment permis d'apprendre toutes les bases légales et le fonctionnement principal d'une association. Les contrats d'adoption, comment est-ce qu'on suit les pré-visites, les post-visites, c'est vraiment un monde que je ne connaissais pas du tout avant de rentrer dans cette association, et cette association m'a vraiment tout appris par rapport à ça. J'ai passé, je crois, 4 ans, et puis les histoires avec ma chaîne continuaient de se propager, il y avait des choses positives, des choses négatives, je continuais aussi à me former dans les chiens réactifs, en suivant des stages à droite à gauche, à Paris, je me déplaçais beaucoup. J'apprenais plus avec les chiens, et je commençais aussi à placer des chiens, donc ça m'apprenait un petit peu, pareil, tous les rudiments du placement sur des chiens, qu'est-ce qu'il faut faire avant, pourquoi, comment. Il y a des fois où ça ne marchait pas, pourquoi est-ce que le chien revient au bout de 2 jours, ça me permettait de me remettre en question, dire ok, là peut-être qu'on n'a pas assez abordé ce sujet sur les destructions, à la prochaine prévisite c'est quelque chose que j'aborderai plus. Ça a permis un peu de mettre un petit peu en place tout ça dans ma tête, et c'est là qu'est venu un petit peu le projet In Dog We Trust, en tout cas ses prémices, où j'ai fait part à la présidente de mon souhait de faire voir tous les chiens par des éducateurs canins. Même ceux qui n'ont pas de troubles de comportement, on fait un bilan. Nous, il y a des choses qu'on ne voit pas, on a un taux de retour qui est quand même assez élevé. Ça me paraissait trop. Problème avec des chiens qui revenaient au bout d'1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Il y a un truc qui ne collait pas. Et du coup, j'avais justement proposé qu'on fasse voir des éducateurs canins, les chiens par les éducateurs canins. Malheureusement, que ce soit financièrement ou éthiquement, c'était pas quelque chose de très courant non plus. Et c'est là où a commencé à naître la frustration de mon côté en me disant mais je peux pas continuer à placer des chiens qui vont pas bien sans les faire voir par un professionnel. Disons que le malaise s'était installé là, et puis j'ai finalement décidé de partir, parce que la frustration était bien trop grande de me dire mais je sais très bien que ce chien va revenir, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, ok. Donc deuxième expérience de bénévolat bien meilleure que la première, beaucoup plus enrichissante aussi, mais qui restait quand même, il y avait un sentiment de pas assez dans ce que tu faisais, et t'étais pas assez en accord avec toi, ce que tu aurais voulu faire. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'est né In Dog We Trust, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est comme ça qu'est né In Dog We Trust. Alors pas tout de suite. Entre-temps, je m'étais séparée de mon ex-conjoint, je suis restée presque 2 ans toute seule. J'ai rencontré mon nouveau conjoint qui est mon mari aujourd'hui, et qui trouvait déjà qu'il y avait des choses qui clochaient dans cette association. Et c'est lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier en disant mais exprime-toi, t'es capable. C'est comme ça que j'ai pris la décision après de partir, en disant ok, ça me convient pas, je pars. En plus, dans la protection animale, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de choses. Il faut pas se mentir, on est souvent des personnes qui sont un petit peu écorchées par la vie. Et du coup, toutes ces personnes qui ont des bobos, forcément, des fois, ça s'accorde plus trop bien. Donc c'était très lourd émotionnellement. Et voilà, mon conjoint m'a aidé en fait à prendre cette décision de départ. Et aussi à prendre la décision de construire In Dog We Trust, je dirais à peu près globalement 6 mois après mon départ dans notre association. C'est lui qui m'a poussée au fait de me dire mais t'es capable, tu peux gérer toute seule une association, tu vas y arriver. Si tu sauves un chien par an, voilà. C'est déjà un. Et c'est déjà un. Et du coup, effectivement, donc je me suis mise à regarder toutes les procédures, etc. Vu que j'aime bien que les choses soient carrées, je me dis je mets un peu de sous de côté juste pour faire les statuts et les choses par un avocat, un statut d'avocat. Donc c'est eux qui m'avaient fait à l'époque tous les statuts pour la création de l'association, qui m'avaient fait toutes les démarches pour le SIRET, le truc, le machin. Et puis In Dog We Trust est né. Et grâce à l'aide d'éducateurs canins que j'avais pu rencontrer au cours de balades, au cours de plein de choses, je me suis dit ok, je voudrais accueillir mon premier chien, où je vais le mettre dans une pension partenaire, pareil, des gens avec qui j'avais beaucoup discuté. Et est-ce que tu serais d'accord de venir tous les jours ou 1 fois par semaine, le sortir, faire des séances d'éducation pour qu'on le remette sur pattes avant de l'adopter. Et c'est vraiment, ça a été la création d'In Dog We Trust, ça a été ce premier projet, premier chien, où des éducateurs sont venus pour faire un bilan, ensuite faire des séances, évidemment auxquelles j'assistais à chaque fois, où ils mettaient en place des protocoles que moi je pouvais suivre après sur mes balades toute seule avec le chien, parce que j'allais le sortir tous les jours de la pension aussi. Donc voilà, ça a été vraiment le prémisse de In Dog We Trust, le but c'était vraiment ça, de prendre des chiens qui avaient des problèmes de comportement, de les rééduquer et de les placer. Ça a été ça depuis la première minute de l'association, et ça le sera certainement jusqu'à sa fin. J'espère que les personnes qui me suivront après à la présidence, en tout cas, garderont ce symbole-là. Trouble du comportement, on rééduque, on replace. Ok,
D'accord. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fait vraiment l'ADN de cette association. C'est ça peut-être le plus par rapport à d'autres associations qui replacent des animaux. Là, c'est vraiment toute la partie rééducation et accompagnement pour l'après, quoi. C'est ça. Ok. Évidemment que ça a fait naître aussi plein d'autres choses. Oui. Le message principal et l'activité principale, c'est ça. L'accueil de chiens à troubles de comportement, qu'on choisit évidemment, qu'on sélectionne, en fonction des éducateurs disponibles, en fonction des places disponibles, etc. La rééducation, qui peut durer autant 1 semaine que 2 ans, et le replacement. On a enrichi ce modèle très basique par la prévention chez les personnes qui abandonnent leurs chiens. Les personnes qui abandonnent leurs chiens parce que justement il y a des troubles du comportement. C'est vrai que nous maintenant on fait beaucoup de la morsure, on va dire que c'est le trouble du comportement qui amène le plus à l'abandon. Au-delà de juste prendre le chien, d'émettre un jugement sur les personnes qui l'abandonnent et de faire notre travail, on va dire, en tout cas notre travail bénévole, on va aussi prendre du temps pour former les gens qui abandonnent leur chien en se disant ok, ce qui s'est passé là chez vous, c'est à cause de ça. C'est parce que votre chien n'était pas assez sorti, c'est parce que vous avez un chien de travail mais ça ne convient pas. Enfin, il y a plein de choses. Mais c'est important qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Ils sont arrivés au point de rupture où c'est le replacement. Certes, ok, j'aurais pu y arriver personnellement dans ma vie. J'ai eu la chance de tomber sur Éléonore Buffet, sur plein de gens, et j'ai eu aussi peut-être moi une personnalité qui fait que je vais vraiment chercher à comprendre et que j'ai ce besoin-là. D'autres personnes ne l'ont pas, et c'est pas un reproche, c'est comme ça, on est tous comme on est. Ils sont arrivés au point de rupture, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont au point de rupture. Disons que dans le monde du chien, si j'abandonne mon chien aujourd'hui, demain je peux aller en acheter un en animalerie. Je peux en prendre un sur le Bon Coin, je peux en prendre un sur une annonce Facebook, je peux en prendre un dans un élevage. Je suis taguée nulle part, je suis pas listée, je peux juste reproduire continuellement le même problème avec plein de chiens. On en a eu plein, hein, des personnes qui nous ont dit moi c'était le 4e chien, c'est la 4e fois que ça se finit pareil. Vous êtes les premiers à expliquer. Oui, et puis je rebondis là-dessus parce que effectivement, dans le fait de prendre un chien, de s'investir dans son éducation ou pas, c'est très lourd émotionnellement de prendre cette décision-là. C'est un cheminement qui n'est pas évident et effectivement, souvent on idéalise beaucoup de choses en pensant que notre chien va un peu régler tous nos problèmes. Parfois c'est le cas et parfois quand le chien développe lui-même plus de problèmes qu'il y en avait à la base, c'est pas évident. Donc oui, cette question de l'abandon, effectivement, c'est très compliqué et c'est très difficile d'en mesurer les enjeux parce que c'est très très personnel en fait comme chose. Mais effectivement, ça s'accompagne. Dans les mœurs et dans la tête des gens, oui, on a affaire à des connards d'abandonneurs. C'est-à-dire des gens qui vont attacher leur chien à un arbre, des gens qui vont abandonner leur chien juste pour un déménagement, des gens qui vont abandonner leur chien juste parce qu'ils ont un enfant. Enfin, on va dire des excuses très classiques. Mais globalement, de ma propre expérience, que ce soit au sein d'In Dog We Trust ou au sein de mon association précédente, j'ai pas de chiffre exact, mais globalement, je pense que ça doit être que 20% des gens qui abandonnent. Ceux à qui on peut pas former, on peut rien leur dire, de toute façon ils ont raison, ils ont rien fait de juste et ils s'en foutent. Oui. Globalement, ça doit être 20%. Le 80% qui reste, c'est quand même des gens qui ont essayé. Ils ont essayé comme ils pouvaient. Des fois, ils ont acheté des méthodes sur Internet à la con, 21 jours, blabla. Ils ont acheté des médocs sur Internet. Ils ont vu des professionnels qui étaient malheureusement pas à jour de leurs connaissances. Mais ils ont essayé. Ils essayent comme ils peuvent parce qu'ils n'ont pas forcément les bases. Mais ils ont essayé. Et pour eux, c'est un échec. Donc oui, il y a 20% d'abrutis. Ceux qui sont le plus mis en avant sur tous les sites. Ah, vous voyez, ce chien, il est maltraité. Ça fait 1 mois qu'il est sur un toit. Ouais, ok. Mais ça, c'est 20%. Le 80%, c'est des gens normaux, comme vous, comme moi, qui se retrouvent avec des difficultés. Ça peut arriver la morsure, ça peut arriver qu'on a peur de son chien, ça peut arriver... et ces gens-là, globalement, ils sont quand même investis dans l'abandon de leur chien. Certes, il y en a qui font pas juste, qui mettent sur le Bon Coin parce qu'ils veulent choisir eux-mêmes la nouvelle famille, qui vont à la SPA et qui abandonnent leur chien. C'est dur pour eux, c'est des choses qui sont pas faciles pour eux non plus, et en tout cas pour ceux qui sont possibles et qui sont ouverts, on essaye toujours en tout cas de les informer, de les sensibiliser sur le fait que s'ils reprennent un chien sans se former, ça aboutira au même truc et que c'est important de faire différemment. Et on leur explique un peu les voies de voir un éducateur canin avant d'adopter, pour choisir une race, un chien qui corresponde et de les suivre, etc. Malheureusement, dans la protection animale, il y a beaucoup de jugements. Et on a beaucoup de gens qui arrivent en nous disant oui, j'ai voulu abandonner mon chien, ils m'ont dit non parce qu'on était des mauvaises personnes, etc. Parfois, c'est juste, mais c'est pas la majorité. Et du coup, tous les autres qui
timidement, ils essayent d'aller abandonner leur chien et à la place d'avoir une écoute et un soutien, nous, on n'accueille pas les chiens comme ça d'un coup. On leur propose de voir d'abord un éducateur canin, d'essayer, de voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ça peut leur donner assez de clés pour qu'ils gardent le chien? Tant mieux. Si ce n'est pas le cas, au moins ils auront un bilan professionnel pour reposer leur chien et aller en association en disant bah voilà, il vous faut une famille sans enfants, il vous faut une famille machin, il fait de la protection, enfin avoir plus d'infos. Le but de base de l'association, c'était simplement pour les chiens, mais on est aussi passé beaucoup sur la prévention des gens qui abandonnent, mais également sur la prévention des gens qui adoptent. Alors c'est très utopique, hein, on est une goutte d'eau dans la mer des abandons, mais si on forme, si on a ce rôle pédagogique, peut-être que dans l'avenir, dans les prochaines générations, de machin, quelqu'un qui a abandonné va pouvoir en discuter, bouche à oreille, en disant « Ah bah, tu vois là, tu vas abandonner, peut-être qu'il faut que tu te formes avant », enfin ce genre de choses, quoi. Hyper intéressant. Enfin, je salue beaucoup cette démarche parce qu'effectivement, c'est des sujets compliqués qui touchent. On est vraiment au point difficile et abandonner son chien, c'est aussi reconnaître qu'on est en échec, qu'on n'y arrive pas. Et donc, c'est pas aussi simple que ça, que ces 20% de personnes qui n'ont rien à faire et voilà, qui disent allez hop. Ça dégage, entre guillemets, c'est horrible, mais c'est clairement ça. Oui. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont très violents, il y a des gens qui sont... Il y a des choses horribles que j'ai vues et qui me font encore rêver la nuit. J'ai fait des choses pas très légales non plus pour récupérer des chiens où aucune des autorités réagissait et j'étais la seule à pouvoir sauver ces chiens, où je me suis retrouvée... Enfin, oui, il y a des choses horribles, mais c'est globalement 20%. C'est un chiffre dans ma tête, hein. Je n'ai pas vraiment de truc exact. Vraiment, la majorité des gens, c'est des gens qui ont essayé des trucs, même s'ils sont complètement à l'ouest, ils ont essayé des trucs. C'est pas forcément des mauvaises personnes, c'est des personnes qui peuvent écouter. Pas forcément reproduire, on est d'accord, on n'est pas Dieu, c'est pas parce qu'on va leur dire bah, c'était mieux de faire comme ça qu'ils vont nous écouter et que forcément ils vont le refaire. Maintenant, oui, clairement, pour moi, la majorité des gens qui abandonnent, c'est des gens qui sont arrivés à un point de rupture. On a eu des gens qui nous abandonnent leurs chiens en pleurant, enfin, on a dû plus les consoler qu'autre chose, alors que c'était une bonne décision. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour répondre aux besoins de leurs chiens. La vie, elle n'est pas cool, il y a des fois où c'est horrible, et où malheureusement, c'est triste à dire, où il y a beaucoup de gens dans la protection animale qui sont là, oui, bah, t'as qu'à abandonner ton gosse. Oui, bah, je pense que si c'était peut-être plus facile, les gens le feraient. C'est un débat très philosophique, mais en tout cas, dans le cadre des chiens... Oui, il peut arriver que ça soit bénéfique pour le chien d'être replacé, et même si ça va impliquer des choses compliquées pour le chien, pour les humains derrière, etc. J'arrive à comprendre que des fois, ça soit nécessaire et que ça soit pas une mauvaise chose, quoi. C'est ça. Clairement, c'est quelque chose qui, encore maintenant, est très compliqué. On a ce genre de témoignages un petit peu tous les jours où les gens ils ont écrit à des associations pour avoir de l'aide, ou des SPA, ou des refuges, ou un peu tout, et où ils n'ont pas eu le support qu'ils attendaient. Alors bien sûr que nous, émotionnellement, on n'est pas forcément disponibles non plus tout le temps. Et il y a aussi cette balance-là, c'est que la majorité des associations, des refuges et ce genre de choses fonctionnent avec des gens qui sont bénévoles. Et quand toute une semaine, on a eu des gens qui nous ont un petit peu déposé leur détresse émotionnelle, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils ont eu un décès, parce qu'il y a des histoires qui sont horribles. Enfin, je crois il y a encore 2-3 jours, j'ai une dame qui m'écrivait en me disant bah, je vais décéder, j'ai un cancer en phase terminale, je voudrais que mon chien il soit pris en charge par vous, parce que je sais qu'il sera bien placé. C'est dur humainement d'entendre ça, et des demandes comme ça, on en a très souvent. Et on reste humain, même si derrière on a l'habitude maintenant de gérer et justement de mettre l'émotionnel de côté comme on peut. Des fois, émotionnellement, on n'est plus disponible pour accueillir d'autres choses. Donc je comprends que dans les associations, dans les refuges, dans la protection animale en général, parfois les gens peuvent avoir de mauvaises expériences parce qu'ils tombent sur quelqu'un qui est plus disponible émotionnellement. Ok. Maintenant, malheureusement, il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui sont très, très jugeantes. Du coup, je voulais reparler un peu de l'association pour comprendre son fonctionnement et son action au quotidien. C'est quoi les dispositifs qui sont mis en place, du coup, grâce à In Dog We Trust ? Alors, il y a vraiment tout cet aspect prévention. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec quasiment toutes les personnes qui nous contactent, que ce soit pour abandonner ou des infos. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en place, de pouvoir orienter les gens et répondre à des questions. C'est-à-dire que des fois, typiquement, là, j'ai reçu un mail ce matin qui me dit j'ai vu votre vidéo hier de medical training, c'est quelque chose que je voudrais faire avec mon chien, vers quel professionnel vous pouvez nous orienter ? Donc les dispositifs mis en place, le premier, ça va être vraiment l'apport de conseils, pour peu importe le sujet.
j'ai des problèmes avec mon chien, ou non, je voudrais faire ci, ou j'ai personne vers chez moi, je connais personne, qu'est-ce qu'on peut faire? On va vraiment prendre ce temps de conseil vers des professionnels en méthode bienveillante uniquement, qui ont des formations qui sont bienveillantes, qui sont éthiques, qui sont respectueuses et qui sont à jour de connaissances, c'est vraiment important. Et on va les réorienter sur toute la France. Donc vraiment, le premier dispositif, c'est cet aspect conseil. Le deuxième, ça va être effectivement le fait de prendre des chiens aux troubles du comportement, donc ça peut être de la destruction, de la morsure, de l'hyperactivité ou ce qu'ils appellent du HSHA maintenant, Oui. Ou des problèmes médicaux. On peut avoir des chiens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, enfin ce genre de choses qui ont été diagnostiquées. Peut-être HSHA, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un syndrome d'hypersensibilité, hyperactivité, c'est ça? C'est ça. C'est un syndrome qui malheureusement a fait un peu les frais de l'augmentation de chiens de berger, d'adoption de chiens de berger. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je dirais peut-être il y a 5 ans, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert dans le milieu particulier. Avant c'était très médical, maintenant ça vient un petit peu dans le milieu particulier. Où dès qu'un vétérinaire voit un chien qui est hyperactif, notamment un border, un berger australien, un chien de chasse, un peu moins sur les chasses, mais pas mal sur les setters et ce genre de chiens qui ont un peu de jus, vous dire ah bah il est hyperactif, il supporte pas la contrainte, il est HSHA. Alors que le vrai syndrome médical du HSHA est différent de ça. C'est pas parce que votre chien il sait pas se poser, qu'il tourne tout le temps en rond, etc., qu'il est forcément HSHA. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un petit souci dans le monde de l'éducation ou des vétérinaires ou je sais pas, où c'est devenu quelque chose de très divulgué, très commun. Et du coup, tout le monde, j'ai eu des gens qui nous ont écrit en disant « Je sais pas quoi faire, mon chiot, il a 3 mois, il est HSHA. » Mais on en a eu 12 000. Donc voilà, le diagnostic du HSHA, c'est quelque chose de plus compliqué. Mais typiquement, un chien HSHA, c'est un chien qui ne dort pas, très peu, que quelques heures, quelques minutes par nuit. Peu importe s'il a fait 24 km de quad-VTT avant ou qu'il n'ait rien fait du tout. Il va avoir le même comportement. C'est un chien qui va toujours être en hypervigilance, qui va dormir que 1-2 heures par nuit. Les miennes à 10 ans, c'est encore le cas maintenant. C'est un des syndromes. Et le truc, c'est que voilà, tout le monde arrive vers nous en disant « J'ai un border HSHA ». Non, en fait, tu as un border. Voilà, arrête-toi là. La base, c'est que c'est un border. Après, éventuellement, peut-être, mais... Peut-être qu'il y a des choses à faire, ça. Peut-être qu'il y a des choses à travailler, etc. Mais non, tu as un border. Ouais, un border, ouais. c'est hyper tout. C'est hyper actif, c'est hyper sensible, c'est hyper sympa, c'est hyper méchant, c'est hyper tout. Ok, bon, c'était juste une petite parenthèse pour cibler un peu les troubles du comportement qu'il pouvait y avoir. Mais vas-y, je te laisse continuer du coup. Mais oui, sur du les coup, actions. voilà, donc on a vraiment ce principe de prendre des chiens qui ont des troubles du comportement, parce que c'est vrai que d'autres associations, refuges SPA, arrivent à placer très bien des chiens qui n'ont pas ces troubles du comportement, qui sont plus simples, qui manquent peut-être juste un peu de social, un peu de... Voilà. Du coup, nous, on va prendre les cas avec ce type de troubles de comportement. Donc, on guillemets, syndrome HSHA, morsure, destruction, angoisse de séparation, protection, des soucis avec les congénères, des chiens dits réactifs. On va vraiment sélectionner ces chiens-là pour justement leur offrir la chance d'aller dans notre réseau d'éducateurs partenaires via plusieurs moyens. Soit on a, nous, des parcs pour des chiens dangereux. Donc c'est des parcs sur lesquels on met des chiens qui ont mordu gravement. Ça peut être plusieurs dizaines de points de suture, plusieurs centaines de points de suture. On les met dans ces parcs sachant qu'on peut rester en sécurité via des trappes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en contact physique avec l'animal. Avant d'avoir contact avec le chien, on va apprendre à se connaître à travers le grillage, on va apprendre le port de la muselière à l'animal via des trappes qu'on peut glisser en fait sur les parois, où du coup on va pouvoir juste mettre la muselière, récompenser quand on veut, etc. Et bref, pouvoir se sécuriser avant de rentrer nous physiquement dans le parc. Donc ça, ces parcs-là, on en a un qui est à La Prairie d'Ain, qui est un de nos partenaires. Henri et Emmanuel sont éducateurs canins, et ils ont également entre 1, 2, 3, 4 éducateurs canins qui viennent les aider dans ces rééducations-là. C'est des rééducations que nous, on paye, et où on a payé la construction du parc. Donc ça, on en a un, c'est à Loyette, dans l'Ain, et le projet, c'est d'en avoir 3 de plus. Ensuite, on a un parc de rééducation ici en Haute-Savoie, à Cernay, où une amie en fait, qui a une pension canine nous a offert un bout de terrain en disant vous pouvez construire un parc là-dessus. Pareil, c'est un parc où on peut faire l'apprentissage de muselière depuis l'extérieur, où on peut le couper en deux pour isoler le chien, pour faire les nettoyages, ce genre de choses. Et on travaille avec des éducateurs canins qui viennent pareil, quotidiennement pour sortir l'animal. Et ensuite, on a des éducateurs canins qui accueillent chez eux, soit via des chenils,
soit on les finance, soit ils les ont déjà, et on les rémunère en fait pour ces rééducations. On n'a pas de famille d'accueil particulière, si on en a une ou deux pour des chiots ou des chiens qui n'ont pas de trouble du comportement, parce que des fois moralement on a aussi besoin de chiens qui sont mignons, tout gentils. Ouais, c'est ça. On a aussi besoin, on a 2-3 familles d'accueil particulières qu'on accompagne également une fois par semaine avec des éducateurs canins qu'on paye. Si on a une famille d'accueil qui se propose, moi je peux prendre en accueil machin, et ben on va quand même la former gratuitement pour que ça se passe bien, pour qu'en plus la famille d'accueil on ait quand même un avantage, parce que c'est chouette de se faire former sans devoir le payer. Et pareil, ça peut permettre des choses positives, que ce soit pour les accueils ou pour les chiens ou de la propre famille. Trop cool, c'est chouettes actions, en tout cas c'est hyper intéressant, enfin moi ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très cool. Donc du coup tu nous as dit donc, que l'association fonctionnait avec des partenaires qui sont donc principalement des éducateurs, quelques familles d'accueil et des bénévoles. Aujourd'hui vous êtes combien de bénévoles à travailler vraiment sur In Dog We Trust ? Alors aujourd'hui on est 4 bénévoles impliqués 100% du temps. Enfin 3 bénévoles impliqués 100% du temps, et Orlan, une bénévole qui gère complètement de façon autonome Instagram, qui est Orlan, qui est une super petite artiste en herbe. Elle fait de la photographie, elle a son propre projet, elle est en train de monter son entreprise qui permet aux femmes de se sentir mieux dans leur peau. Elle fait des séances photographie dans la forêt qui permet aux femmes d'apprécier leur rondeur, d'apprécier leur corps, et elle les met très en valeur. Elle a vraiment un projet magnifique, donc n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous voulez savoir son site internet ou quoi que ce soit. On mettra son site internet dans les infos de l'épisode. Voilà. C'est-à-dire que pour la partie administrative, sauvetage, prise en charge, j'en ai 3. Moi-même, je gère la partie communication sur Facebook, donc les articles pédagogiques, les articles boutiques, les articles cagnottes, les annonces adoption, les prises en charge. Donc je gère vraiment toute la partie communication association sur Facebook et sur le site internet. Je gère toute la partie comptabilité de l'association, la partie recherche de fonds. Je fais des bilans prévisionnels sur 3 mois. J'ai vraiment toute cette partie prévision administrative, la gestion des factures, la gestion des partenariats, l'organisation des événements, on va dire voilà, tout ce qui n'est pas très sympa, l'administratif. Ensuite, il y a Romane. Romane qui est éducateur canin, actuellement qui travaille à la Prairie d'Ain, plus qui a son entreprise. C'est quelqu'un de super dynamique, qui est toujours positive, et on avait besoin d'elle dans cette équipe. Autant pour son aspect professionnel, parce qu'elle a vraiment un don sur la lecture du chien, sur la compréhension des protocoles de rééducation. Elle a vraiment un truc en plus. Romane, voilà, elle gère cette partie conseil, elle gère la partie rééducation physique en étant auprès de nos toutous, et elle gère la partie remontage de morale de l'équipe, qui est important aussi. Ouais. Et on a Patricia, donc, qui est une amie. Elle a rejoint l'association pour aider sur le traitement des mails, le traitement des parrainages, donner des nouvelles aux gens, etc. Pareil, les messages de l'association, la comptabilité, l'administratif, et puis m'aider dans la gestion de l'association au quotidien, d'aller sur des stands, de rencontrer les gens et de les orienter. Ça a l'air d'être un énorme boulot, et chapeau, parce que honnêtement, quand j'ai fait la connaissance de In Dog We Trust sur les réseaux, sur le site internet, etc., j'étais vraiment loin de me douter que vous étiez que 3-4 personnes à gérer ça. Donc c'est assez incroyable, et bravo pour tout cet investissement, c'est très chouette. Eh ben, merci, on le fait parce que ça nous apporte aussi nous du plaisir de pouvoir un peu orienter les gens. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'accomplissant dans la vie, de se dire ok, on arrive vraiment à aider des gens. C'est pas juste sur le papier, c'est pas juste... Il y a vraiment des gens qui nous écrivent en disant mais vous avez empêché qu'on remplace mon chien, j'ai enfin compris mon chien, maintenant je vis bien avec lui. Et ça en fait c'est la réussite. Ouais. Donc du coup, tous les trucs pas forcément positifs, toutes ces heures, elles valent juste grâce à vous, j'ai pas abandonné mon chien. Une adoption d'un chien chez nous qui se passe très bien, quoi. Non, c'est un vrai boulot. Et d'ailleurs, chapeau de garder un modèle bénévole là-dedans aussi, parce que c'est une vraie activité. Aujourd'hui, l'éducation canine, c'est un métier comme un autre qui est rémunérateur. Pourquoi avoir choisi du coup la forme bénévole plutôt qu'une forme sociétaire par exemple, parce que ça aurait pu être le cas aussi. Vous avez une boutique en ligne, ça aurait pu aussi être le cas. Pour moi, personnellement, donc c'est vrai que j'ai suivi des formations diverses qui me permettent aujourd'hui d'exercer en tant qu'éducateur canin. Je suis encore en formation chez Synopsy
pour avoir aussi le titre de cynologiste en plus. J'aime mon travail principal. Ouais, ce que je fais quotidiennement, j'aime ce que je fais. Et je pense que c'est ce qui fait que l'association est efficace. C'est parce que on n'est pas, enfin, pour ma part en tout cas, je ne suis pas à 100% dedans. C'est-à-dire que émotionnellement, j'ai d'autres sentiments, d'autres occupations, d'autres choses qui me permettent de me vider la tête. Et ça fait que je peux garder l'efficience de l'association en disant « Ok, j'accueille ce chien-là parce qu'il me botte, parce qu'il me parle, parce que son problème m'appelle. J'ai le choix. » Parce qu'on a en moyenne, allez, je dirais 50 demandes de prise en charge par mois pour des chiens qui sont en danger d'euthanasie. Sur les 50, on ne va pas se mentir, globalement, on en prend... Il y a des mois où on ne peut pas du tout en prendre parce qu'on n'a pas d'accueil disponible. Il y a des fois où on en met certains en liste d'attente. On a à peu près un an et demi de liste d'attente. Et des fois, il y a pendant 3 mois où on dit non à tout le monde. Ceux à qui on dit oui, c'est du choix pur et dur. C'est ce chien, il me parle, son histoire me parle, je pense qu'on peut l'aider, je pense qu'on peut faire quelque chose avec lui et du coup lui donner toute notre énergie. Si je devais payer mon loyer avec, j'aurais moins ce choix et moins du coup cet investissement. Sans juger quoi que ce soit, chacun sa manière de fonctionner, mais moi personnellement, j'ai besoin d'avoir du cœur et du truc pour tout le monde. Je pense qu'il y a ces deux côtés. Il y a le fait de... Les chiens qu'on prend en charge, il faut que je puisse m'investir émotionnellement et qui me parlent. Et le côté aussi de la protection animale, c'est pas facile. Émotionnellement, encore une fois, on encaisse beaucoup les détresses des gens. Le fait de moi pouvoir sortir de ça 8 heures par jour, dans un domaine complètement différent, où j'ai pas d'émotionnel humain du tout, je pense que c'est ce qui fait la pérennité de l'association et qui fait qu'on reste des personnes saines, où on n'est pas 100% investi. Non, mais ça permet de décharger et de mettre de côté quand c'est trop, quoi. Clairement. Comme tu le disais, accueillir 50 chiens par mois, clairement, on a vite la sensation de porter toute la misère du monde sur ses épaules, quoi. Alors que finalement, on n'est qu'une minuscule goutte dans les abandons de toute la France. 50 par mois, c'est rien. Nous, on est une minuscule association par rapport au refuge, par rapport à d'autres associations qui ont plus de moyens, qui ont des aides de l'État, etc., etc. Nous, ce n'est pas notre cas. Et 50, déjà, ça veut dire qu'on accueille 50 histoires. 50 humains derrière. Il y a un chien, oui, certes, ok. On a une approche un peu ce qu'on appelle systémique, où on va prendre l'histoire du chien, mais on va prendre aussi l'histoire de l'humain derrière. Bien sûr. Et du coup, sur ces 50 demandes de prise en charge, ça fait qu'on a 50 humains derrière qui sont en attente d'une réponse de notre part. Parfois, on est leur dernier espoir, et parfois, quand on leur dit non, c'est que le lendemain matin, le chien va être euthanasié. Cette responsabilité, elle n'est pas facile à porter. Patricia, elle est dans l'ingénierie du bâtiment, donc elle fait des études, des analyses énergétiques, elle prend des cotations, ce genre de choses, donc elle a aussi un métier très cérébral. Moi, voilà, donc je travaille dans l'informatique, je mets en place des infrastructures serveurs pour les grosses entreprises. Romane est la seule qui est à 100% donc, éducateur canin la journée, où elle vit de ça, et où elle nous aide du coup la nuit. Je comprends mieux le montage. Effectivement, ça a du sens. Alors, tu nous parlais tout à l'heure des merci qui vous poussent à continuer et qui sont vraiment le moteur de cette association. Globalement, vous avez à peu près aidé combien de personnes depuis le début de l'association ? Alors, à ce jour, là tout de suite, on a rééduqué et replacé 160 chiens en 3 ans. Ok. Donc c'est un petit chiffre, de nouveau, par rapport à une SPA ou par rapport à quoi que ce soit. Mais dans ce chiffre-là, on a un taux de retour très faible parce qu'on n'a que 6 chiens au total qu'on a dû récupérer pour replacer. Donc le pari de départ, ce qui t'a poussé à partir de ta précédente association, il est bien relevé là, je crois. Clairement. Et en fait, alors bien sûr qu'on se remet toujours en question, on peut faire mieux, ces 6 auraient pu être évités. Mais oui, je pense que le fait d'être pédagogue, de mettre un peu ses a priori de côté, même si parfois c'est très, 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 très difficile, ça marche. Parce que si les gens sont formés, si les gens comprennent pourquoi ils abandonnent ou pourquoi ils adoptent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. À partir du moment où on a toutes les clés en main, on n'a plus qu'à les utiliser. C'est très simpliste comme vision, mais globalement, oui, je suis assez contente du fait que les adoptions, en tout cas, fonctionnent pas mal. Carrément. Non, c'est chouette, c'est une belle réussite. Bravo. Merci. Donc, on a parlé un petit peu de chiffres et de comment ça se passait financièrement dans l'association, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que toutes ces rééducations, elles ont, j'imagine, un coût. Vous avez aussi des frais d'installation, des frais vétérinaires. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez à votre équilibre pour que l'association puisse continuer de vivre ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos partenaires professionnels, donc éducateurs canins, sont rémunérés. Okay. Le respect du chien, ça passe aussi par le respect de l'humain.
Ça fait qu'on respecte leur travail, on respecte leurs connaissances et on permet à ce qu'ils aient des finances pour continuer de se former, continuer de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important, c'est qu'on rémunère nos partenaires. Et effectivement, pour rémunérer des éducateurs canins, on a un nombre de chiens simultanés qui est très petit. Globalement, on prend 4 grosses rééducations. Donc grosse rééducation, c'est-à-dire plusieurs mois. Donc c'est-à-dire plusieurs mois où il n'y a pas d'entrée d'argent parce qu'il n'y a pas d'adoption. On en prend 4 simultanément à peu près. Et après, on comble avec 3, 4 grands maximum autres chiens qui sont plus faciles. Donc ça fait qu'au total, on prend maximum 8 chiens à la fois. Ces rééducations, elles nous coûtent. Moyenne des rééducations, c'est à peu près 600 € par mois par chien. On a 0 subvention, donc on fonctionne uniquement par don, par parrainage et avec la boutique en ligne, qui est actuellement notre revenu principal à 70%. Et il va y avoir les teamings, les lilos, ce genre de petits dons un par mois, les événements. On génère vraiment de l'argent pour les rééducations via la boutique majoritairement. Ok, d'accord. Ok. C'est intéressant. Et du coup, les adoptions, j'imagine qu'elles sont... Il y a une contrepartie aussi à l'adoption. Alors, nos frais d'adoption sont plafonnés à 350 €. C'est-à-dire que si vous adoptez un chiot chez nous, même s'il n'a jamais eu de trouble du comportement, ces frais d'adoption seront à 350 €. Typiquement, là, cette année, donc en 2021, on a eu, je crois, 5 adoptions de chiens, alors que tous les autres sont encore en rééducation depuis 1 an. Donc, c'est-à-dire que depuis 1 an, on paye 1 000 € par mois pour un chien qui va coûter que 350 €. Donc voilà, nos frais d'adoption, c'est 350 € tout rond. Et ça s'arrête là, et ça finance ceux qui ont besoin de plus et ceux qui ont besoin de moins. Mais c'est un pourcentage très ridicule de 2% des revenus de l'association. Ouais, carrément. J'ai fait le calcul vite fait dans ma tête. Effectivement, ça fait pas lourd. Ok. Non. Ça marche. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait adopter un chien ? J'ai qu'un seul conseil pour ça, c'est de voir un éducateur canin avant d'adopter un chien. Ça peut paraître complètement fou. Vous n'avez pas de chien, vous appelez un éducateur canin. Non, en fait, si ils sont formés, ça va vous permettre de faire un bilan de qu'est-ce que vous pouvez offrir à un chien. Il pourra même vous accompagner au refuge, en élevage, etc., dans votre recherche d'animal, et ça vous permettrait d'avoir vraiment un animal qui vous correspond et qui correspond à votre mode de vie. Ouais, puis avoir quelques petites clés aussi pour commencer et pas vivre ces quelques mois de flottement où on ne sait pas trop comment faire, parce que c'est toujours difficile les premiers mois d'un chien à la maison, qu'il soit chiot ou adulte. Donc effectivement, ouais, c'est important. Merci de le rappeler. Et quel conseil tu pourrais donner à des gens qui voudraient donner de leur temps, devenir bénévoles dans la protection animale ? Alors, la protection animale, c'est un grand monde. Malheureusement, c'est un grand monde qui n'est pas forcément légalement très bien encadré. Il y a beaucoup d'abus et il y a beaucoup de choses qui ne se font pas bien. Du coup, si vous voulez vous investir dans une association qui est clean, il faut qu'elle ait un numéro de SIRET. Assurez-vous qu'elle a un numéro de SIRET. Il faut que les personnes, elles placent les chiens, chats, animaux, gerbilles, lapins sous contrat. Donc il faut qu'ils aient des contrats d'accueil, des contrats d'adoption, ce genre de choses. Il faut que la comptabilité soit tenue, soit claire, pas qu'il y ait de tabou par rapport à ça. Et il faut que les gens soient formés. C'est pas parce qu'on a un chien chez nous qu'on peut être éducateur canin et qu'on peut conseiller les autres. Donc assurez-vous d'avoir des associations qui ont à minimum une personne qui ont la SACED, qui est le certificat de capacité. C'est la seule formation aujourd'hui obligatoire pour être éducateur canin, ce qui est évidemment pas assez, mais une association qui s'investit à avoir une SACED, c'est déjà pas mal. Donc assurez-vous bien, si vous voulez être bénévole dans des associations, que vous avez des gens qui sont à jour de leurs connaissances, qui ne sont pas violents, qui ne parlent pas de dominance, qui ne parlent pas de prise de place. Voilà, vraiment, assurez-vous des connaissances de l'association dans laquelle vous voulez travailler, ça vous fera moins mal au cœur. C'est sûr. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de vivre avec Yona, de l'avoir dans ta vie et d'aider tous ces chiens au final ? Du coup, comme vous avez pu le comprendre, ça a tout changé dans ma vie. Je suis partie d'être une petite nana écorchée de la vie, qui était très seule, qui n'avait pas grand-chose à quoi s'accrocher, qui subissait un peu la vie sans trop faire quoi que ce soit, à maintenant où j'ai une vie qui est stable, je peux accompagner des gens, j'ai appris à vivre avec mon propre chien, mais du coup ça a tout changé dans ma vie.
en positif et en négatif. J'ai eu autant d'émotions positives dans la création de l'association, dans les réussites avec ma propre chienne, ça m'a appris beaucoup sur moi, sur ma patience, sur le côté d'être très têtue et d'avoir besoin de comprendre, que des côtés négatifs où j'aurais jamais pensé pleurer pour un chien, j'aurais jamais pensé me retrouver à genoux sur mon carrelage à pleurer tout ce que je pouvais tellement que j'en peux plus, j'aurais jamais pensé me faire quitter à cause de mon chien, donc voilà, plein d'émotions positives, plein d'émotions négatives, et à refaire, je referai tout pareil. Parfait. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Alors, sur notre boutique en ligne, on vend des petits livres et des brochures numériques qui sont faites par nos soins. J'en ai rédigé, je crois, 2, sur l'agression, sur comment être un chien référent, enfin un maître référent, sur qu'est-ce que sont les signaux d'apaisement, les signaux de communication. On a des livres physiques d'éducateurs canins avec qui on travaille, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça reste des bonnes références. Et puis en plus, ça aide l'association, donc c'est tout bénef. C'est juste. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre les aventures de l'association et puis tout ton travail, tout ton investissement que tu mets là-dedans ? Oui, alors la page la plus active, ça reste la page Facebook, donc c'est In Dog We Trust. On a un site internet, association-indogwetrust.fr, et on a un Instagram, In Dog We Trust également, donc n'hésitez pas à nous suivre un petit peu par ces biais-là. Sur la page Facebook, vous avez la chance d'avoir des articles qui sont mis à jour assez souvent sur de la pédagogie. Dernièrement, c'était sur les staffs, sur le medical training, sur plein de choses intéressantes, donc n'hésitez pas à nous suivre. Plus on a de visibilité, plus ça permet de toucher de monde, autant dans l'information que dans la potentielle adoption d'un de nos toutous. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir pris le temps d'échanger et de parler avec passion de tout ça. Je suis vraiment contente de cette interview et je suis vraiment contente de t'avoir rencontré aussi, donc c'est chouette. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. C'est agréable de pouvoir en parler et de pouvoir partager cette passion avec des gens, et j'espère que ça en fera naître chez certaines personnes. Passe une très bonne journée, à bientôt. Merci de même. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Gaëlle et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @indogwetrust74 et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!